Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a été reçu avec les honneurs au Palais Royal du Koweït par son Altesse Royale Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu la plus haute distinction du royaume. Le chef de l'État a son tour élevé l'émir du Koweït au rang de Grand Croix de la Côte d'Ivoire. Ce mardi 17 avril, le marché de gros de bois qui est fermé toute la matinée. Cette décision a été prise par le corps préfectoral pour trouver une solution définitive face au climat d'insécurité qui a gagné cet espace commercial ces derniers mois. Et puis Aristide Gomes, le nouveau premier ministre de consensus en Guinée-Bissau, a pris fonction hier lundi. Sa mission principale, conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et mettre fin à la crise politique de plus de 2 ans dans ce pays. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République a été reçu avec les honneurs au Palais Royal du Koweït par son Altesse Royale Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu la plus haute distinction du royaume. Le chef de l'État a son tour élevé l'émir du Koweït au rang de Grand Croix de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu ensuite la signature de 3 accords de coopération, notamment portant création d'une commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Voilà, nous écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Venons d'avoir des échanges très approfondis avec son Altesse Royale. Et nous avons, vous savez, pour la première fois, la visite d'un chef d'État de Côte d'Ivoire au Koweït. Et nous considérons que c'est une grande marque d'honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour ma modeste personne. Nos discussions ont porté sur la situation bilatérale, mais également le Koweït et la Côte d'Ivoire sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur les grands sujets de l'heure et bien évidemment nous avons parlé de coopération bilatérale et notamment un certain nombre de projets dans le domaine social que nous avons présentés à son Altesse Royale pour financement par le Fonds koweïtien. Et je suis heureux de dire que ces projets sont importants pour notre programme de développement. Et nous avons reçu des échos très favorables. Et nous avons également vu comment le secteur privé koweïtien pouvait s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et la Chambre de commerce a promis d'envoyer une mission bientôt parce que vous voyez, nous produisons du cacao, nous produisons des noix de cajou, de la banane et ainsi de suite, mais il faut les transformer maintenant. C'est donc ce que nous recherchons, que tous ces produits puissent être transformés localement. Et là, nous avons de bonnes perspectives. Et je me réjouis de cette visite qui a été non seulement fructueuse, mais également très amicale. Et ces propos ont été recueillis par Biba Dambélé Sawesh. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent de bonnes relations diplomatiques depuis 25 ans avec à la clé plusieurs accords de coopération. Ces relations vont se renforcent même davantage à l'occasion de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Koweït. Retrouvons notre envoyé spécial Biba Dambélé Sawesh. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Les deux pays coopèrent également au sein de l'Organisation de la coopération islamique et de la Banque islamique de développement. Les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et le Koweït sont faibles et se caractérisent par la prépondérance des importations ivoiriennes. Ainsi, de 2012 à 2017, la balance commerciale est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Les exportations ivoiriennes à destination du Koweït sont essentiellement constituées des produits de l'industrie du bois et du caoutchouc. Et les importations ivoiriennes en provenance du Koweït sont essentiellement constituées de matières plastiques et d'ouvrages en fer, en fonte et en acier. Le cadre juridique de la coopération entre les deux États est constitué des différents accords sectoriels signés pour le financement de projets spécifiques à travers le Fonds koweïtien. L'année 1999 a vu la signature du premier accord de financement en faveur des projets agricoles.
Plusieurs autres accords sont intervenus en 2010, 2013, 2014 et 2015 pour les secteurs des infrastructures routières et de l'hydraulique. On peut citer pêle-mêle le projet de la vallée du Nzi d'une valeur de 5 milliards de francs, le financement partiel de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à raison de 5 milliards de francs et le financement de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso d'un montant de 10 milliards de nos francs. Le niveau de la coopération économique est en deçà des potentialités, d'où la nécessité d'examiner de nouveaux accords, de renforcer la coopération entre les deux États, d'encourager la prise de participation du Fonds souverain cohétien dans le financement des projets de développement en Côte d'Ivoire. Et la visite officielle du président Alassane Ouattara arrive à point nommé pour intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït, pays influent dans la région du Golfe, dont le système politique, à la fois monarchique et parlementaire, est l'un des plus démocratiques. Pays rentier dont les réserves en hydrocarbures constituent les 5e réserves au monde et représentent pour plus de 60% de son produit intérieur brut. Abiba Dambélé Sawish, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Koweït sont faibles et se caractérisent par les importations ivoiriennes. De 2012 à 2017, la balance commerciale est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Elle est passée de 3 milliards 977 millions de francs CFA à 2 milliards 264 millions de francs CFA. Les exportations ivoiriennes à destination du Koweït sont essentiellement constituées de produits de l'industrie du bois et de caoutchouc. Le Koweït est une attraction pour les milliers de candidats à l'immigration. La raison, le pays a d'importantes ressources pétrolières. C'est une destination convoitée par certains Ivoiriens qui veulent aller à l'aventure, mais une fois là-bas, la situation n'est pas aisée pour tous. Michel Digré. Le Koweït, petit État de 17 818 km² dans le Moyen-Orient. La production pétrolière s'élève à 2,87 millions de barils par jour, le PIB par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA. Le pays fait rêver et attire les candidats à l'immigration. Sur les 4,2 millions d'habitants, environ 3 millions sont des étrangers, parmi eux un peu plus de 500 Ivoiriens. Djibril réside au Koweït depuis une dizaine d'années. Après plusieurs séjours passés dans ce pays, il décide de s'y installer en 2008. Il travaille dans le domaine de la maintenance électronique. Il faut dire que j'avais été logé une fois dans un hôtel où ils avaient un problème technique. Donc j'étais là et comme il n'y avait pas de technicien pour régler le problème, c'était dans la chambre où j'étais. Et moi j'ai réglé le problème. Donc après ça, ça a surpris le gérant. Et je lui ai dit non, je suis technicien, que c'est mon domaine d'activité. Et c'est comme ça, finalement, on a pris contact, quoi. L'entreprise emploie environ 750 agents, tous des étrangers, qui essaient d'attirer au Koweït leurs compatriotes restés au pays. Quand on sait qu'il y a un poste qui est vacant, bien quand il y a une demande, on essaie d'expliquer au pays, par exemple. Si on a quelqu'un sur la place qui peut faire le boulot, il vient et puis le fait. Plusieurs Ivoiriens ont immigré au Koweït par ce système d'entraide. Au quartier Diabrila, nous rencontrons Rachel. Bonjour, c'est le salon de coiffure pour femmes. Les femmes koweïtiennes aiment beaucoup se rendre belles, mettre vernis, elles mettent même les extensions, les perruques et des tissages aussi. En tout cas, elles font tout comme l'Afrique. Arrivée au Koweït en 2013 comme fille de ménage, c'est finalement dans la coiffure qu'elle s'est reconvertie. Quand tu viens en tant qu'une coiffeuse, c'est très bien, je ne peux pas le mentir, c'est très bien, puis ça paye très bien aussi. Nous retrouvons Djibril à sa descente du boulot. Pour rentrer ce soir à la maison, il sollicite les services de Haruna, ivoirien, chauffeur au Koweït. Je suis arrivé ici par des réseaux, des gens qui traitent avec nos frères, nos sœurs en Afrique. Je travaille. Par la grâce du bon Dieu, ça va, il ne me plaint pas. Toutefois, cette insertion ne s'est pas faite sans douleur. Ici, avant de venir, nos frères ou ceux qui traitent avec des Arabes qui sont au pays ne disent pas la vérité aux gens. Tu vois. Moi, comme ça, ils m'ont dit qu'ils seraient venus ici, ils vont me payer à moins 250 dinars. Moi, j'ai payé beaucoup Vénitiens. Ils vont me payer à 250 dinars. Mais arrivé ici, j'ai vu que c'est le contraire.
Aruna n'est pas le seul à avoir été roulé dans la farine par des entremetteurs. Pour preuve, Djibril héberge chez lui des Ivoiriennes en situation de difficulté. Malheureusement, elles n'ont pas pu bien s'entendre avec leurs différents patrons. Et puis, par personne interposée, d'autres ont eu mon contact. Elles m'ont appelé parce qu'arrivé à un moment, certaines se sont retrouvées dans la rue. Il fallait quand même trouver un abri quelque part. Elles m'ont appelé. Et puis bon, j'essaie de les récupérer, j'essaie de les aider. C'est une femme qui m'a contacté. Elle m'a dit, si tu viens, ils vont te payer à 250 000 francs. Donc, moi aussi, j'ai pris courage. Je suis venue ici. J'ai vu que ce n'était pas la vérité. On me payait à 170 dinars, ça ne vaut même pas 150 000. Je ne sais pas pour les autres, mais vraiment, je ne me sens pas à l'aise ici. Vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Désillusion, découragement, ce sont les mêmes sentiments qui animent Adama, ancien étudiant en communication politique à l'université de Cocody et passionné de football. J'ai pris mon vol au Mali et on est rentré ici aux environs de 3 h du matin. Le monsieur qui est venu nous chercher nous a dit qu'on doit travailler dans un jardin. Moi j'ai dit quoi? Il dit oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit au pays? J'ai dit que moi je suis venu pour le football. Mais voici ce qu'on m'a dit. Je suis rentré dans les détails pour expliquer. Et ils m'ont dit, c'est pas comme ça, c'est pas la réalité. Après plus d'une année passée dans les champs, Adama ne souhaite qu'une seule chose. C'est pas un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je dois être dans mon pays, servir mon pays à partir de ce que j'ai appris. En face de Adama, Larissa, nounou dans une famille coétienne. Après des débuts difficiles, elle s'adapte progressivement. Quand tu viens d'un pays, ton début est très difficile. Et puis ton début, c'est un sacrifice. Au fur et à mesure que tu fais les 2 mois, les 3 mois, les 4 mois, tu commences à t'habituer et puis ça passe. Larissa entend vivre son rêve coétien jusqu'au bout. Si je m'occupe bien des enfants, je vais m'attendre avec cette famille. Donc j'ai pris les enfants comme mes enfants. Je les aime. Même quand souvent même mon jour de repos, quand je viens à la maison, les enfants pleurent. Je m'en sors bien et puis ça passe. Sinon pour le moment là, je ne suis pas prête pour rentrer au pays parce que je n'ai pas encore, mon compte n'est pas encore rempli. À quelques encablures de là, nous retrouvons un footballeur professionnel ivoirien, Djouma Saïd. Lui a une intégration plus que réussie. Fer de lance du club Al Koweït, ce soir il joue contre l'équipe Kadissia où évolue un autre Ivoirien. Lassina Diaby, c'est un pote, voilà, on a fait l'expérience de Tunis ensemble. Donc, maintenant on joue ce soir. C'est comment, tu es prêt? Non, je suis pas prêt. Hein? Ouais, ça allait vite. Hein? C'est la 2e année de Djouma Saïd dans ce club. Mais déjà 5 trophées à son actif. Dans les tribunes, Djouma peut bénéficier du soutien de ses compatriotes. Sur la pelouse, le joueur fait feu de tout bois pour pousser son équipe à la victoire. Des efforts récompensés à la dernière minute. On était déjà champion, mais voilà, quand c'est un derby quand ça se joue, il faut gagner. Donc voilà, on a gagné, c'est le plus important. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne au Koweït avec pour chacun des fortunes diverses. Entre joie et peine, dans tous les cas, le pays continue de faire rêver plus d'eux. Voilà, ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a lancé les travaux d'exploitation de la première mine de bauxite. Elle est située dans le village de Bénéné, près de Bongouanou. Les réserves sont estimées à près de 35 millions de tonnes de bauxite. Mahama Traoré. Pour le village de Bénéné, situé à 223 km d'Abidjan, l'espoir de développement est nourri par ce coup de pioche. Celui qui lance les travaux du projet Liseta, nom de la première mine de bauxite en Côte d'Ivoire. Les réserves de minerais découvertes dans cette forêt de Bénéné, département de Bongouanou, sont estimées à environ 35 millions de tonnes de bauxite brut pour la fabrication de l'aluminium. Le gisement sera mis en valeur par l'entreprise Lagune Exploitation Bongouanou pour une durée de 20 ans. Ce projet va générer 743 emplois directs et 2500 emplois indirects.
au cours des 2 premières phases de l'évolution du projet. En termes de ressources financières, pour le développement régional du Boronou, seulement pour la première phase, il est prévu 9 milliards de francs qui seront engagés tout juste pour la communauté du Moronou. Immédiatement exploitable, la mine de Bénéné prévoit de produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Elle se développera en 3 phases pour un investissement global de 218 milliards de francs CFA. Pour le ministre des Mines et de l'Industrie, le projet LISETA symbolise la vitalité du secteur minier ivoirien. Le secteur minier a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 14 permis d'exploitation minière industrielle en cours de validité. Ces permis concernent toutes les substances minérales avec une dominance pour l'or. Le vice-président Daniel Kabandonka rassure les populations de Bénéné. Le gouvernement fera tout pour la réussite du projet LISETA. L'étude d'impact environnemental et social validée par le ministère chargé de l'environnement prend en compte les légitimes préoccupations des populations relatives à un cadre de vie sain. Il est fait obligation à la compagnie exploitation de respecter scrupuleusement les prescriptions environnementales et de préserver la qualité de l'air, des eaux, des sols et de la flore. Le gouvernement se tient donc à vos côtés et veillera au strict respect de ces obligations qui sont le préalable au bien-être de nos concitoyens. Je souhaite vivement que la mine de bauxite de Bénéné procure à ces généreuses régions du Moronou et à ces braves populations le bien-être et le bonheur espérés par toutes et par tous. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 11 mines en exploitation, dont 6 pour l'or, 4 pour le manganèse et 1 pour le nickel. Allez, cette information, 298 stagiaires, dont 15 stagiaires féminins de première année de la promotion 2017-2019 de l'école de gendarmerie font leur entrée dans la famille de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont été présentés au drapeau hier lundi, une présentation au drapeau qui marque la fin de leur formation commune de base. La phase d'initiation pendant laquelle sont inculquées aux recrues les notions élémentaires de la vie militaire. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. Ce mardi 17 avril, le marché de gros de Bouaké est fermé toute la matinée. Cette décision a été prise par le corps préfectoral pour trouver une solution définitive face au climat d'insécurité qui a gagné cet espace commercial ces derniers mois. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Bouaké. En l'espace de 2 mois, 3 braquages. Le préjudice est énorme. Il faut compter 84 millions de francs CFA. Face à cette insécurité galopante, le corps préfectoral monte au créneau à Bouaké. Un dialogue doit être mené avec les opérateurs économiques. À cet effet, le marché de gros de Bouaké a fermé le 17 avril 2018 pour faciliter les échanges. 84 millions emportés par des bandits, nous disons trop c'est trop. Donc il faut que chacun soit là pour écouter le message, les dispositions que nous allons prendre pour éviter qu'il y ait de nouveaux braquages à Bouaké. Aujourd'hui, nous observons sur le territoire national, au niveau de la sécurité, que tout va, le pays se porte bien. Et ça a Bouaké, chaque fois, on entend des braquages. Alors nous avons pris, avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mis un dispositif en place que nous allons communiquer aux opérateurs économiques demain. En cette période de l'année, le marché de gros est sujet à de nombreux échanges liés au commerce de l'anacade. Et l'argent circule, d'où l'accord des opérateurs économiques pour la fermeture du marché. Nous sommes d'accord pour la fermeture du marché, pour trouver une solution au problème. Ce n'est pas un problème qui concerne le marché de gros seul, c'est pour la ville de Bouaké et la région. Comme ils le disent, l'insécurité. Ce n'est pas pour Bouaké seul, nous soutenons sa décision. Le mode opératoire des gangsters est connu. 2 individus à moto armés d'une Kalachnikov qui ouvrent le feu avant de déposséder leurs victimes, qui, à chaque fois, reviennent de la banque. Voilà, 7 membres d'une même famille résidant à Nandala, village de la sous-préfecture de Douala, département de Séguéla, ont trouvé la mort après avoir consommé de la sémoule de maïs communément appelée kabato. Selon le sous-préfet de Douala, Doufou Jean Ferdinand, qui est allé exprimer la compassion de l'État ivoirien aux populations, la cause de ces décès est la consommation d'herbicides.
L'OMS et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renforcent les capacités des représentants des ministères techniques, ONG et institutions impliquées dans la lutte anti-tabac. La formation porte sur la modélisation fiscale du tabac en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Ami Sissoko. Une augmentation de 10% sur un paquet de cigarettes pourrait réduire le tabagisme de 4 à 8% selon l'OMS. Augmenter suffisamment les taxes sur les produits du tabac ou droits d'assises comme solution pour réduire la consommation du tabac. C'est une recommandation de la Convention cadre de l'OMS ratifiée par la Côte d'Ivoire il y a 8 ans. Les études ont montré qu'il y a une forte réduction des consommateurs de tabac lorsque le prix augmente. C'est pour cela que plusieurs pays dans le monde se sont déjà engagés dans cette démarche de taxation des prix du tabac. La Côte d'Ivoire ne veut pas rester à l'écart de cette politique qui va permettre non seulement de réduire la consommation du tabac dans la population générale, mais aussi de permettre de financer toutes les pathologies qui sont liées à justement cette consommation abusive du tabac. Les produits du tabac sont taxés en Côte d'Ivoire à 36%, alors que l'UEMOA recommande un minimum de 50% et un maximum de 150% pour une lutte efficace contre le tabagisme. Si tous les pays augmentaient les taxes sur les paquets de cigarettes de 50%, il y aurait 49 millions de fumeurs en moins. Et cela permettrait d'éviter 11 millions de décès dus au tabagisme. Toutefois, les participants souhaitent l'adoption d'une loi anti-tabac en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la réalité en Côte d'Ivoire, c'est l'interférence de l'industrie du tabac. Les dispositions qui sont dans la Convention cadre, c'est un tout. On ne peut pas appliquer une disposition à la protection des non-fumeurs dans les lieux publics et puis négliger par exemple l'interdiction des publicités. L'une des dispositions les plus importantes dans le cadre de l'implémentation de cette convention, c'est la prise d'une loi relative à la lutte anti-tabac. Chaque année, le tabac tue plus de 7 millions de personnes, dont plus de 600 000 non-fumeurs, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 000 personnes qui en meurent. Au terme des travaux, les participants devront élaborer une proposition technique sur l'application des mesures financières et fiscales des produits du tabac. Elle sera soumise aux propositions de loi de finances. Ami Sissoko, tout à fait autre chose à présent. L'école ivoirienne pour les sourds vient de recevoir de nouveaux bâtiments. C'est un don d'une société spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Sephora Zedich Franck Kouadio. Ils n'entendent pas, mais ils réussissent à danser au rythme des sons émis par les tambours. Ces enfants, issus de l'unique école ivoirienne pour les sourds, sont heureux de recevoir de nouvelles salles de classe et dortoirs. Un don d'une entreprise de la place qui vient améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage. Un bâtiment R+1 comportant 4 dortoirs, un bâtiment de 4 salles de classe pour le primaire, 2 salles de classe pour la maternelle, un bureau pour les éducateurs et un préau, tous construits et réhabilités par cette entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Je vous dis merci à monsieur le ministre qui est venu nous offrir des salles de classe. Il nous a montré vraiment par ce geste qu'il nous aime. L'établissement souffrait de la vestité et de la pauvreté en infrastructure d'accueil. Cette cérémonie de réception d'ouvrage est une opportunité de lever le voile qui couvrait l'école ivoirienne pour les sourds depuis des décennies. Un don qui, selon Ali Ismaël, directeur général adjoint de l'entreprise, va permettre à sa structure de contribuer par son action au développement socio-économique de la commune de Yopougon qui a vu naître son groupe. C'est une fierté pour nous. Notre usine est située à Yopougon. Donc je pense qu'on a le devoir d'accompagner les écoles et tout ce qui suit dans le cadre social de la commune de Yopougon. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Il appelle tous les opérateurs économiques vivant en Côte d'Ivoire à leur emboîter le pas. Cette belle initiative à caractère social mériterait d'être copiée, d'être dupliquée par l'ensemble des opérateurs économiques de notre pays. L'école ivoirienne pour les sourds existe depuis 1974. Elle est la seule qui accueille les enfants en situation de handicap sensoriel en Côte d'Ivoire. Par manque d'infrastructures, elle ne peut accueillir tous ces enfants en difficulté.
Avec l'ensemble des travaux effectués par cet opérateur économique, elle a vu sa capacité d'accueil passer de 180 à 315 pensionnaires. L'internat, qui accueillait 80 enfants, pourra contenir maintenant 160 places. Un commentaire plutôt de Patricia Omo-Etia. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 11e édition débute ce mardi après-midi à l'INGS à Marcory. Justement, dans le cadre de ce festival, la Fondation Magic System a signé une convention de partenariat avec le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Issa Yeo Tchona. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aux côtés de la Fondation Magic System pour la réussite du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo. À travers cette signature de convention de partenariat entre les deux structures, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle apporte un appui institutionnel à cet événement qui sera une occasion pour les jeunes de bénéficier de formations. Le contenu de cette convention est axé sur la formation des jeunes parce que le Carrefour Jeunesse aujourd'hui est une plateforme qui permet aux jeunes de se rencontrer et nous avons trouvé que la formation est une bonne base pour cette jeunesse de sorte à ce qu'elle puisse se prendre en charge. Donc le ministère va nous accompagner techniquement. Au-delà de l'accompagnement financier, il ne faut pas le cacher, c'est un accompagnement aussi technique parce que toutes les agences chargées de formation se sont engagées à nos côtés. Le thème retenu pour cette 11e édition du FEMUA, jeunesse africaine et immigration clandestine, un thème qui s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien qui entend donner une bonne formation et des opportunités à la jeunesse afin qu'elle évite les aventures suicidaires. Nous sommes secrétariat d'État à la formation professionnelle et nous avons pour mission d'aider à donner une formation de qualité aux jeunes pour les rendre employables. Les jeunes ne peuvent pas travailler aujourd'hui s'ils n'ont pas une bonne formation. Et sur l'immigration, l'AGFOP, qui est une structure qui dépend de mon département, a été choisie par l'Union européenne et va former même 200 jeunes revenus donc de Libye pour leur donner une seconde chance de vie à travers une formation donc de qualité. La 11e édition du FEMUA ouvre ses portes ce mardi 17 avril à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, à Marcory. L'apothéose de cet événement culturel est prévue pour le 22 avril prochain. Outre la commune de Marcory, la ville de Korogo va également abriter des spectacles. Autre titre de cette édition, Aristide Gomes, le nouveau Premier ministre de consensus en Guinée-Bissau, a pris fonction hier lundi. Sa mission principale, conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et mettre fin à la crise politique de plus de 2 ans dans ce pays. Alexis Ouedraogo. Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen, le Premier ministre a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Artur da Silva, nommé fin janvier. Comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, il n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires de l'accord de sortie de crise d'octobre 2016. La Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simon Pira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les deux hommes, pourtant membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. 1er janvier 2018, la CEDEAO s'était impatientée devant le blocage et avait pris des sanctions fermes contre 19 personnalités bissau-guinéennes pour le non-respect de l'accord de sortie de crise. La prochaine élection présidentielle dans le pays est prévue en 2019. Allez, terminons avec cette information. Au Sénégal, près de 30 ans après leur déportation, les réfugiés mauritaniens continuent de demander le droit de rentrer au pays, estimé par leurs représentants environ 35 000 hommes, femmes et enfants. Ils ont commémoré cette semaine les événements de 1989, lorsqu'en plein différend sénégalo-mauritanien, Nouakchott profite du chaos général pour déporter environ 60 000 de ses propres citoyens vers le Sénégal et le Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yao Yoboué. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.